Hashtag 2050 le podcast, c'est chaque semaine votre shoot de futur. Aucun effet secondaire, juste un trip vers 2050. Je suis Rebecca Armstrong, votre dealer. Ma cam, imaginez le monde de demain. Ouais, c'est la première fois que je suis dans une voiture électrique. Je trouve ça assez fou, le silence. Je chemine cette semaine avec Emmanuel Chilvert. Et je chemine vraiment. C'est un épisode mobile que vous vous apprêtez à écouter. Emmanuel est partie prenante de la COP21 locale. Vous savez maintenant, ce projet d'accord local pour le climat engagé par la métropole Rouen-Normandie. Allez jeter un coup d'œil sur le site notrecop21.fr, vous y trouverez des infos sur les ateliers qui sont régulièrement organisés, sur le mouvement zéro déchet, la responsabilité sociale et environnementale, les inégalités sociales, sur le jardinage, le récup art, l'habitat participatif, et j'en passe. Mais dans l'immédiat, c'est la question de la mobilité qui est au cœur de cette nouvelle conversation. Emmanuel évoque les nouveaux usages, les énergies alternatives, notre rapport au temps, les ruptures indispensables dans nos comportements. Nous parlerons aussi des trains, de Solar Impulse, des voitures autonomes évidemment, et des villes qui vont devoir repenser les priorités d'usage des espaces publics. Tout un programme. Alors, c'est parti. Portable. Alors Emmanuel, pour cette conversation, c'est quand même une grande première pour moi. C'est toujours l'invité qui choisit le lieu de l'enregistrement et de le faire en partie en roulant. Alors on va pas rouler pendant une demi-heure, mais je trouve ça assez dingue et forcément tous les auditeurs vont le deviner très vite. Si on est dans un véhicule en déplacement, c'est parce qu'on va parler de mobilité. Oui, tout à fait. C'est l'objet qui lie la thématique et le côté agréable d'avoir une mobilité alternative et déjà silencieuse. Oui, exactement. Toi Emmanuel, tu es partie prenante de la COP21 locale qui est lancée par la métropole Rouen-Normandie. Avec deux casquettes on pourrait dire, en tant que citoyen, en tant qu'homme, mais aussi par tes fonctions. Tu peux me dire quelles sont-elles ? Alors les fonctions, elles sont assez simples. Je suis le délégué régional d'Engie pour la Normandie. Je représente l'ensemble des filiales du groupe en région. Et donc je suis une sorte de porte d'entrée pour tous les acteurs économiques et collectifs et publics ou privés qui veulent avoir soit de l'information, soit rentrer en contact avec des entités d'Engie et assurer le lien entre les entités d'Engie et... Ah oui, ça c'est la vibration, c'est le live. C'est pas grave. C'est le live. Et donc, là, hop, hein. Ah, même moi je découvre le véhicule, hein, donc... C'est vrai. Ah ouais. T'as pas encore complètement tes marques. Et non, parce que je viens de comprendre il y avait deux niveaux d'accélération. Donc mon activité au sein d'Engie, c'est véritablement de faire le lien entre les filiales et nos clients potentiels et mettre en avant tous les savoir-faire du groupe. D'accord. Donc ça c'est un engagement, et puis au titre de la transition énergétique, un groupe comme Engie est engagé dans ces questions-là, puisqu'on était partie prenante à la COP21 de Paris, première chose. Et puis en tant qu'énergéticien, on a véritablement nécessité de bien sentir et connaître et identifier l'évolution du marché et des attentes de nos clients. C'est ça qui, à mon avis, est le plus important. Ce sont les attentes de nos clients. Et puis après, en tant que citoyen, je suis habitant de la métropole. Et donc, moi, je me sentais véritablement partie prenante dans la réflexion autour de la COP21. Parce que je considère qu'on a plus le choix et que c'est maintenant qu'il faut qu'on agisse. Tant à la fois sur la question climatique que sur la question de la santé publique. Et pour moi, et les deux sont liés d'ailleurs. Les deux sont liés, et la question de la mobilité a bien un impact à la fois sur le climat et la santé. On va s'arrêter là. Oui. Parce que là, ça devient un peu rocambolesque on va s'en sortir. En fait, j'explique aux auditeurs, ma petite caméra est fixée, mais ne tient pas super bien dans les grands virages. Donc voilà, je gère un peu tout ça à la fois. Alors évidemment, en tant que délégué régional d'Engie, on aurait pu parler de plein de sujets. On va vraiment se concentrer sous l'angle de la mobilité. Et j'aimerais, vu que nous roulons, je sais pas si cette voiture... Ah oui, on va en parler, c'est parce que on se déplace, c'est une voiture qui roule à l'hydrogène.
Donc une voiture électrique qui roule à l'hydrogène. Alors il faut expliquer, comme ça après on reviendra au thème. Voilà, on est dans un véhicule électrique qui est complété d'un complément d'hydrogène pour augmenter l'autonomie du véhicule. Donc ça permet de pouvoir l'utiliser dans le cadre d'activités professionnelles et de pouvoir après le faire tout au long de la journée sans se préoccuper de la question de l'autonomie. D'accord. Alors justement, je ne sais pas si cette voiture a les capacités de la DeLorean de Doc et Marty de la saga Retour vers le futur, mais je te propose qu'on parte tout de suite en 2050 pour imaginer la mobilité dans 2050 à l'échelle d'un territoire comme la métropole Rouen-Normandie, et après on se posera les questions sur le chemin à parcourir pour atteindre ce que tu imagines. Alors ce que tu imagines, sans doute en tant que délégué régional, mais aussi en tant qu'homme. Oui. Voilà. Et donc 2050, 32 ans plus loin, qu'est-ce que tu imagines? 2050, c'est demain. Ouais, c'est pas loin. C'est demain. Moi, je crois que c'est demain. Après, l'imagination, faut vraiment qu'on arrive à casser tous nos modèles aujourd'hui qu'on a dans nos modes de fonctionnement de la mobilité, parce que je parle pas de l'automobile, je parle de la mobilité, c'est important, sens très large. On voit bien qu'aujourd'hui, tous les acteurs des transports ne parlent plus que de mobilité, on ne parle pas que de transport. Après, je crois qu'il faut qu'on ait d'abord un premier principe, c'est d'arrêter de se dire, je monte dans ma bagnole, je mets le contact et je m'en vais. La question de demain, c'est où je vais et comment j'y vais. Il faut qu'on arrive à inverser le paradigme et se dire réellement où est-ce que j'ai besoin d'aller. Est-ce que j'ai du temps? Est-ce que j'ai pas de temps? Est-ce que j'ai de l'argent? Est-ce que j'ai pas d'argent? Est-ce que je veux un transport vertueux ou pas du tout? Alors, la question pourra encore se poser en 2050 du choix entre ce transport vertueux ou pas? Oui. On mettra du temps à ce que toutes les flottes ce genre. Et puis il y a peut-être des endroits où on peinera encore à trouver des solutions qui aujourd'hui n'existent certainement pas. Mais il y a bien deux choses, c'est comment on utilise le plus possible le transport en commun, donc comment les villes évoluent, il y a une évolution urbaine, comment nos propres pratiques évoluent, comment les pratiques des entreprises évoluent, soit pour servir leurs clients, soit pour ne serait-ce que avoir des horaires de travail pour leurs salariés. Donc il y a une flexibilité à avoir, et puis derrière, il y a de la technologie à mettre au service des utilisateurs avec le développement d'énergies alternatives au pétrole. Puisqu'aujourd'hui, on a deux enjeux dont je parlais tout à l'heure, la question du climat pour le carbone, la question de la santé sur la question des particules. Aujourd'hui, il y a des milliers de morts qui sont dus, théoriquement, aux particules liées à l'utilisation des produits pétroliers et des matières carbonées. Donc, la question est comment on a une mobilité différenciée sur le volet de l'outil, mais également de l'énergie. Donc, jusqu'à maintenant, on avait, dans la majorité des cas, une voiture au pétrole. Demain, on pourra avoir de multiples sources, comme là, dans le véhicule dans lequel on est aujourd'hui, électrique avec un appoint hydrogène, mais ça peut être du full hydrogène, ça peut être du full électrique ou du gaz naturel, tout en sachant que l'enjeu qui vient derrière, c'est surtout comment on produit ces énergies de façon renouvelable. Alors je voudrais peut-être qu'on s'arrête déjà sur un premier point. Tu disais tout à l'heure, la question en 2050, ça sera plus de dire je prends ma bagnole et je roule. Je voulais évoquer la voiture autonome, parce que ça y est, là, elle arrive. On sait que la métropole, en plus, il y a des expérimentations, voilà, c'est assez innovant. Donc en 2050, la voiture autonome, facile, ça sera fait. Mais la voiture autonome, il pourrait y avoir un risque, c'est de dire finalement, on passe d'une voiture thermique à une voiture autonome, peu importe la motorisation. Donc on remplace une voiture par une autre voiture. Le temps en plus on le rentabilise parce que c'est une voiture autonome, donc on peut bosser, lire, dormir, tout ce qu'on veut. Enfin peut-être pas dormir, c'est peut-être pas dans le cahier des charges. Bref, d'ici 30 ans. Soyons fous, pour 32 ans. Et donc peut-être qu'on aura raté le coche de décongestionner. On pourrait imaginer en 2050, si tout le monde est passé à la voiture autonome, des villes autant congestionnées par des véhicules. Alors,
moi, ce que je vois en 2050, c'est surtout que nous ne serons plus propriétaires de nos véhicules. D'accord, donc fini la propriété. On était propriétaire, ouais. On est de plus en plus locataire. Demain, je pense qu'on sera, c'est peut-être une folie douce, mais je pense qu'on ne sera qu'utilisateur. On aura un accès à la mobilité. Ouais. Et qui sera par l'unique interface, ce sera notre téléphone. D'accord. Et donc on sera utilisateur de mobilité. Là encore, tu dis bien mobilité, pas véhicule. C'est-à-dire qu'en 2050, on dira j'ai besoin d'aller là et la solution. Qu'est-ce que j'ai à ma disposition? Je pars en vélo, je monte dans un transport, je laisse le vélo, je monte dans un transport en commun, je récupère de l'autopartage, et je finis peut-être à pied sur quelques mètres. Mais là encore, bien identifier le besoin. Et après, et c'est peut-être après la fréquence de ces besoins. Parce que dans le cadre des activités des entreprises, moi je reste persuadé que la question du covoiturage est encore un champ qui est totalement inexploité. Mais oui, et d'ailleurs j'ai entendu du fait des grèves répétées de la SNCF, des entreprises reviennent à l'organisation par elles-mêmes de navettes pour les salariés. Oui, de navettes, et puis de se dire, tiens, sur une zone d'activité sur laquelle on est là en ce moment, où habitent et quels sont les itinéraires des salariés qui vont venir au travail et qui vont en repartir. Est-ce qu'ils ont la possibilité d'emmener quelqu'un qui habite à côté de chez eux ou sur leur itinéraire? Et aujourd'hui, on a des outils informatiques et digitaux qui nous permettent d'optimiser ce genre de choses. Mais c'est après, l'unique blocage sera dans nos propres pratiques. Est-ce que j'accepte de partager le véhicule ou l'outil de mobilité que je vais avoir à ma disposition? Première chose. Donc un enjeu culturel plus finalement qu'en termes d'outils et de services. Mais je pense que l'enjeu est plus sur nos propres ruptures de pratique que la technologie. La technologie, elle évoluera. Il y a la voiture au gaz, elle a fonctionné depuis quelques décennies. Maintenant, c'est un modèle qui marche, et on peut mettre du gaz renouvelable. La voiture électrique, il y a eu des balbutiements, maintenant on a de l'autonomie, on a des prolongateurs hydrogène, on produit de l'électricité renouvelable, on va produire de l'hydrogène renouvelable, donc on a une mobilité alternative avec des énergies renouvelables. Les bus, les camions y viennent, donc on arrive à s'affranchir de la question pétrolière. Derrière, c'est surtout, est-ce que j'accepte et comment je pratique? Mais il y a même, je crois, moi je reste persuadé qu'il y a même demain, l'autostop peut être réinventé. Alors là, aujourd'hui, on a l'autostop formalisé avec le digital, c'est le covoiturage. Mais en zone urbaine, ça fonctionne pas. Et on a quelques startups qui sont en train de se lancer avec la question de géolocalisation. Dire voilà, j'ai deux personnes qui sont dans un même secteur, et est-ce que l'une peut emmener l'autre? Elle a une place, est-ce qu'elle peut l'emmener sur 1 km, 2 km ou 3 km? Pas nécessairement jusqu'à son terminus, mais l'avancée est de façon à se dire, voilà, on se retrouve à tel angle, tout de suite, il y a une notion d'immédiateté et une notion de géolocalisation. Et comment on fait matcher l'offre et le besoin en temps réel pour faire quelques kilomètres? Peut-être plus, mais quelques kilomètres. Et là, il y a quelques startups qui commencent à travailler sur le dossier notamment, mais il faut qu'on accepte de se dire que la voiture n'est plus une pièce supplémentaire n'est plus une extension de la maison. Et je pense que c'est intéressant de poser le problème comme ça, comme la voiture étant comme une extension de la maison, plutôt en termes un peu, peut-être à mon avis, culturellement, qui est en train d'être dépassé, de dire l'objet d'expression d'une puissance, d'un revenu, enfin d'un niveau de vie, etc. Ça, je pense que cette dimension-là est sans doute en train de passer. C'est en train de passer. Mais celle de l'extension de la maison. Après, moi, à titre personnel, ce qui va beaucoup me manquer, c'est qu'on ne pourra plus les collectionner. Ah oui. Et quand on voit certains véhicules qui sont d'une beauté, on prend la Dino Ferrari de Danny Wilde qui date de 1966. Alors, malheureusement, ça ne projette pas du tout d'image dans mon esprit. Mais moi, c'est mythique. En plus, c'était une voiture pour femmes, donc c'est un truc qui est merveilleux. Mais ça a une ligne d'une pureté. Et ça se garde. Donc la voiture de 2050, elle sera uniquement fonctionnelle. Complètement. Et donc on sortira des questions de design, de ligne.
Oui, mais la science-fiction l'avait déjà préétabli. On avait des voitures qui se ressemblaient beaucoup. Des espèces de trucs un peu ronds, sphériques, et puis qui accompagnent. Bon. On aura peut-être passé une époque. Ouais. Il y aura plus de bruit. Et on pourra peut-être travailler dedans. Ce sera un outil de mobilité, ce sera un usage. Ouais. Ce ne sera plus une propriété. Il faut qu'on arrive à changer ça. La voiture, elle existe depuis un gros siècle. Le chemin parcouru est encore dans 30 ans, se dire, mais finalement, ce qu'on s'est dit il y a un siècle, pratiquement un siècle et demi, on a tout rebattu, toutes les cartes ont été rebattues très facilement et pour finalement s'adapter à un besoin. Et c'est, à mon avis, ça le plus important. C'est que on va avoir des contraintes. Il faut qu'on ait de plus en plus de contraintes environnementales, parce qu'on a conséquences climat, conséquences santé. Mais derrière, il faut trouver de la solution qui peut permettre de répondre aux besoins au regard de la contrainte. Alors, est-ce que en 2050 aussi, une des réalités possibles, c'est pas que l'avenir de la mobilité, ça soit la non-mobilité, en quelque sorte? Il y a aussi ça. C'est déjà pour travailler, pour limiter les conséquences d'un usage, il faut déjà limiter cet usage. Donc, effectivement, c'est comment on travaille peut-être différemment. Ça se trouve, on fera des réunions avec des hologrammes qui apparaîtront. Enfin, ça sera l'étape suivante de la visioconférence. Mais déjà aujourd'hui, la simple visioconférence ou tous les outils avec Skype qui peuvent être utilisés, si on s'emploie à les utiliser une fois sur deux, on limite dans 10 minutes 50% le coût carbone de notre partage professionnel. C'est énorme. Et qu'est-ce que ça demande pour l'utilisateur comme effort? Rien. Si ce n'est de l'organisation et de l'anticipation. C'est ça, c'est que on était dans le monde de l'immédiateté, on va passer dans un monde où on va devoir mieux s'organiser, mieux préparer, peut-être mieux anticiper, mais pour avoir des conséquences moins importantes sur le climat et l'environnement. On revient toujours à la même question. Comment nous, utilisateurs, on s'applique à nous-mêmes cette évolution. Et comment on l'applique, on la fait partager à nos collègues, comment on la fait partager à nos familles. Et ça, ce sera important. La question de la logistique sera aussi là. Moi, ce que je vois demain sur la question de la logistique, c'est qu'on pourra, ça commence un peu aujourd'hui, je crois, on pourra acheter des produits sur le net, mais choisir son mode de livraison. Ah oui, d'accord. Moi, mon rêve, c'est ça. C'est un de mes rêves. Un de mes rêves, c'est ça. C'est de me dire, finalement, moi, je veux un transport décarboné, mais je l'aurai dans 3 semaines. Je l'aurai dans 3 semaines. D'accord. Ah ouais, j'avais jamais pensé à ça. Choisir son mode de livraison pour aller au bout de sa démarche. Ah mais non, le bout, c'est même choisir son mode de production. Moi, aujourd'hui, je rêve que les fruits et légumes soient étiquetés avec un poids carbone. Et ça veut dire poids carbone, logistique et mobilité. Il y a toujours un lien. Dans le cycle de vie. Et oui, parce que quand on a des primeurs qui vendent des pommes ou des poires qui viennent d'Argentine, elles ne sont pas venues à la nage. Non, c'est sûr. Donc il y a un bilan carbone qui est déplorable. Exactement. Et donc, il y a, à l'échelle de la planète, on a, en achetant cette pomme qui vient d'Argentine, j'ai rien contre les producteurs de pommes argentins. Non, mais en plus, on en a tellement ici des pommes en Normandie. Ah bon? C'est de se dire, mais voilà, le circuit court, c'est comment, quel est l'impact de mon achat? Et il faut qu'on arrive, au-delà de la question de la mobilité, mais qui dérive sur la question de la logistique, comment on arrive à optimiser la question de l'achat. Et ça, c'est fondamental. Vu qu'on parle de l'échelle planétaire avec ces fruits et légumes là qui font des milliers de kilomètres, il y a comme je pense au domaine de l'aviation, plutôt l'aviation civile, on va dire, mais en termes de poids carbone qui est énorme. Alors, quel avenir en 2050? Est-ce que tu le vois plutôt du côté d'un saut technologique, d'énergie renouvelable? Je sais qu'il y a des réflexions sur aussi d'utiliser des énergies plus propres pour les avions. Je pense qu'on va les intégrer au fur et à mesure. Déjà, moi, maintenant j'écoute j'ai eu la chance de rencontrer Bertrand Piccard, un homme merveilleux qui a osé faire quelque chose de dingue, faire le tour du monde en avion solaire. Oui, c'est lui, d'accord, ok, ouais. Et où tout le monde lui disait, surtout n'y va pas.
c'est une très bonne idée, mais surtout n'y va pas. Bon, il est allé. Hein. C'est ça les grandes ruptures, c'est quand on désobéit. Et moi, j'adore les gens qui désobéissent. Et aujourd'hui, il a montré qu'on pouvait le faire. Alors demain, si on veut massifier et développer ça, il faut que les avionneurs et les constructeurs d'avions intègrent petit à petit la question peut-être d'énergie alternative, mais d'autoproduction et d'autoconsommation. Donc comment on intègre potentiellement peut-être des capteurs solaires. Alors, après, il faut travailler sur le poids. Oui. Ouais. Aujourd'hui, on passe du panneau au film photovoltaïque. Oui, c'est ça, au film souple, voilà. Etc. Ouais. Dans les années à venir, la référence, ce sera ça. Film souple, organique. Donc ça veut dire qu'on a un traitement, un retraitement pour après utilisation plus simple. Ouais. Donc on optimise tout ça avec le temps, mais on n'a encore pas découvert ce qu'on allait utiliser en 2050. Et puis oui, les grands prévisionnistes disent qu'il faudra des avions, beaucoup d'avions. Déjà, on a déjà fait une grande avancée. Les moteurs d'avion consomment moins, sont encore sur du pétrole. Mais je pense que ça pourra potentiellement changer, ou il y aura peut-être un mix. Ouais. Là encore, on y va étape par étape. Là, on est dans une voiture électrique à laquelle on a rajouté une extension hydrogène pour augmenter l'autonomie. Est-ce que demain, là aujourd'hui, il y a des trains qui roulent à l'électrique et à l'hydrogène. Il y a des voitures hybrides qui roulent au pétrole et au gaz naturel. Il y a des camions qui roulent à 100% au gaz naturel. Est-ce que demain, les avions n'auront pas aussi cette hybridité qui leur manque? Est-ce que vous commencez à produire un tout petit peu d'électricité pour leurs propres besoins? L'unique inquiétude dans l'aviation, c'est la sécurité. Alors, avec le poids, mais le poids et la sécurité. Et comment on emmène X dizaines ou centaines de personnes d'un point A à un point B dans de bonnes conditions pour éviter quand même des carnages et des accidents. Oui, des accidents qui sont forcément tout de suite. Donc c'est cette question de la sécurité. C'est pour ça que bon, au pire aujourd'hui avec un véhicule alternatif, avec une énergie alternative, il n'y a plus d'énergie, on s'arrête, bon, on est dépanné, c'est dommage, mais il n'y a pas nécessairement beaucoup de risques. Oui. Un avion, il y a un petit peu plus de risques. Oui, c'est déjà plus compliqué. Ça me fait penser à une anecdote qui n'a rien à voir. La dernière fois que j'ai pris l'avion dernièrement, le passager à côté de moi, on était au-dessus d'une mer de nuages et donc le paysage était immobile et il m'a dit inquiet, mais l'avion il s'est arrêté là. Et je lui ai dit faut lui dire oui, il est parti faire le plein. C'est ça. Et ça m'a fait beaucoup rire. Je lui ai dit oui, il vaut mieux pas qu'il s'arrête l'avion. Enfin bref, revenons aux choses plus sérieuses. Cette mutation, à la fois sur les besoins de mobilité qui, a priori, dans ce que tu imagines, les réduisent, ou les rendent plus efficaces ou plus rationnels, et cette bascule vers des énergies propres dans tous les sens du terme. Est-ce que les énergéticiens, parce que c'est quand même un milieu avec tes concurrents que tu connais bien, et amis, est-ce que tout le monde prend la mesure de ces changements? On voit que Total aussi investit dans les éoliennes, etc. Et parce que c'est quand même un marché, alors il y a quelques grands groupes, mais qui est assez... il y a quelques grands groupes, il n'y a pas de nouveaux acteurs forcément. Il y aura de nouveaux acteurs. Il y aura de nouveaux acteurs. Parce que la réflexion, elle est mondiale. Les attentes ne sont pas les mêmes en fonction des pays. Les solutions ne sont pas les mêmes. On ne se déplace pas en Côte d'Ivoire comme on peut se déplacer au Canada ou en Argentine. Ou dans le Pacifique Sud où on a pratiquement beaucoup d'îles. Donc, d'abord, c'est comment on adapte la mobilité pour aller migrer vers une mobilité alternative, mais surtout en produisant des énergies renouvelables. Et on ne produit pas des énergies renouvelables de la même façon partout dans le monde. Aujourd'hui, on a une luminosité un peu moyenne, limitée en Normandie. Quand on a en Guinée ou sur le continent africain, c'est une question qui ne se pose pas. Donc, est-ce qu'on a plus intérêt à développer ce genre de mobilité électrique en fonction du besoin, tout en sachant qu'il y a des besoins de longue autonomie? Est-ce qu'on travaille aussi sur la question du stockage? Donc, la question, il y a deux schémas qui s'entrechoquent, et deux questions qui sont celles de développement des énergies renouvelables d'un côté, et d'un usage, qu'est la mobilité de l'autre. Et puis, alors, après, il y a des croyances. Il y a des gens qui pensent que
l'avenir sera totalement électrique, d'autres qui pensent que l'avenir sera totalement à l'hydrogène, d'autres qui disent finalement le gaz naturel, le biogaz, c'est pas mal. Moi, ce en quoi je crois, c'est qu'on aura les trois. Oui, on restera dans cette logique du mix énergétique. Après, les proportions auront changé. Voilà, parce que on arrive à les adapter aux besoins. Et un besoin d'un transporteur routier, ou d'une personne qui va emmener ses enfants à la crèche, ou d'une personne qui intervient dans son cadre professionnel chez des clients, ou qui dont une infirmière va faire sa tournée, on a des besoins différenciés. Donc il faudra qu'on ait des solutions différenciées. Et donc des outils qui seront adaptés à nos besoins, et puis l'inverse. Ouais. Aujourd'hui, on a une voiture, on sait que l'autonomie est entre 500 et 1000 ou 1500 km, mais bon, déjà, faire 500 km, il y a des stations partout. Et on sait qu'en plus, une voiture, aujourd'hui, 90% de son temps, même plus, je crois, elle est arrêtée sur un parking, dans un garage. Donc c'est pour ça que demain, on est dans le partage. Ouais. Alors, tout à l'heure, tu as évoqué aussi le fait que peut-être qu'en 2050, il y aura encore des personnes qui auront des difficultés ou des besoins non satisfaits en matière de mobilité. Je pense à l'imaginaire autour des villes en 2050, le phénomène de métropolisation qui est beaucoup en cours, qui est aussi encouragé en termes de politique publique globalement. Et il y a cette fameuse fracture territoriale. Est-ce que en 2050, cette mobilité qui répond de façon quasiment instantanée aux besoins, ça sera le privilège des urbains, et puis toutes les zones rurales, en Normandie, il y a plein de zones rurales. Non, je pense que ce sera une mobilité, là encore à la carte. Et on parlait de voitures autonomes tout à l'heure. Aujourd'hui, on a, dans des communes en zone rurale de Normandie, des personnes âgées qui ne peuvent plus se déplacer. Demain, avec un véhicule autonome, on commande le véhicule, il vient, la personne monte, elle est transportée. D'ailleurs, demain, on n'aura peut-être plus besoin de permis de conduire. Oui, ouais. Donc, le métier de moniteur auto-école est peut-être en voie de disparition. Mais il faut aussi se poser ces questions-là. Au contraire, elle va permettre de désenclaver. La technologie et le véhicule autonome vont, à mon avis, permettre de désenclaver. Et donc avec des coûts qui sont pas les mêmes. On voit que dans des zones rurales, il n'y a pas de transport en commun parce que le coût serait exorbitant par rapport au nombre de personnes. Et voilà, là, donc, quand on a un véhicule léger autonome, on a un coût qui est plus faible. Mais effectivement, on n'aura pas le même coût qu'en zone urbaine. Alors, où est-ce qu'on met le vecteur le vecteur pour l'action publique pour maintenir, parce qu'après, il faut aussi maintenir nos diversités dans nos territoires, nos diversités dans le monde rural, la diversité des paysages. On ne peut pas avoir de façon binaire un monde urbanisé, construit, et un monde sans hommes. Oui. Après, ça n'existera pas. Est-ce que, on le voit par exemple sur la fracture numérique, les opérateurs du numérique investissent dans les zones métropolitaines et dans les zones à moindre densité, ce sont les pouvoirs publics qui investissent. Donc sur la voiture autonome, en 2050, même combat des opérateurs là où les flux sont suffisants. Je crois que les modèles économiques sont encore à réinventer. On voit que les structures publiques sont en train de se rapprocher, de s'agréger, de travailler ensemble. Demain, effectivement, est-ce que comment ils vont se positionner les uns par rapport aux autres, les uns avec les autres. Et puis comment demain on va peut-être avoir aussi des citoyens qui vont se fédérer pour dire voilà, on développe un système à 40-50 personnes de système autonome, mais qui est pour notre propre besoin. Un peu à l'image, ça me fait penser à ça, aux parcs éoliens, aux RSA qui sont détenus par des citoyens. On est bien dans la production d'énergie renouvelable, et est-ce qu'on ne serait pas dans l'usage? C'est une question. Et puis, la question du partage. On voit bien que derrière, il y a partager des appartements à plusieurs. La colocation. Oui. La colocation, c'était d'abord entre étudiants. Maintenant, on a de la colocation intergénérationnelle. Donc, on était bien dans l'appartement. Donc, on désacralise complètement le lieu d'habitation. Il faut qu'on désacralise la bagnole. Et demain, aujourd'hui, Bolloré le fait. Dire, il y a des voitures, on prenait la première, ça marche. Faut juste qu'on ait un l'honnêteté de respecter le produit. Quand on voit les voitures de Bolloré à Paris, elles sont dépouillées en un an.
Elles sont sales, ça donne pas envie. Là, il faut qu'on ait, et peut-être grâce à la de L'Oréal, qui roulait d'ailleurs déjà aux déchets, au biométhane, se dire comment je laisse aussi le véhicule dans l'état dans lequel je l'ai trouvé. Donc il faut qu'on ait aussi cette honnêteté de se dire, finalement, je ne fais qu'emprunter. Je ne suis que de passage, je ne fais qu'emprunter. C'est une culture, et pas je jette la voiture comme ça, comme à la première prise venue, puis c'est bon. Parce que de toute façon, on sera pisté. Oui, on l'est déjà. Et on l'est déjà. Vu que tu parles de Bolloré, ça me fait penser au train, parce que je pense au scandale des lignes ferroviaires sur le continent africain, mais on va pas, c'est pas le sujet. Est-ce que le train sera pas un moyen de mobilité complètement dépassé, dans le sens où il n'a pas la flexibilité, les rails, elles sont là où elles sont, et donc on peut aller d'un point A à un point C, si possible en s'arrêtant dans un petit bled dans un point B? Non, je pense qu'au contraire, ce sera un des maillons de la chaîne de mobilité. Quoi de plus rapide pour aller du cœur de ville, du centre de Lyon au centre de Paris que le TGV? Rien. L'avion, la voiture, il n'y a rien qui va plus vite. Après, il faut peut-être poser la question à la SNCF de se dire quel type d'électricité utilisez-vous? Ils y pensent. D'ailleurs, ils ont même, depuis la nuit des temps, le TGV produit ou consomme de l'électricité en fonction de ses phases d'accélération ou de freinage. Donc, il y a déjà de la récupération énergétique à travers l'énergie cinétique. Mais on est bien dans une somme une complémentarité et pas une opposition. Mais c'est comme les énergies. On n'est pas dans est-ce que l'hydrogène est mieux que l'électricité ou que le gaz naturel? Non. C'est les trois ont leur qualité. Utilisons-les pour nos propres besoins en fonction d'eux. Et à la rigueur... Donc tout le paradigme se noue autour des besoins. De l'évolution des besoins et de la prise en compte individuelle. Et comment je sais les analyser. Et est-ce que... Parce que ce seront des systèmes digitaux, et on a des applications où... alors après, on peut aller dans l'intelligence artificielle et la question de la prédiction, mais c'est comment je vais avoir un impact le plus faible avec la mobilité, puisque, à mon avis, c'est l'enjeu primordial pour les 32 prochaines années. La question de l'énergie dans les bâtiments est en train de se résoudre, lentement, mais on a de la performance. Maintenant, il faut qu'on travaille sur l'énergie consommée pour produire les matériaux du bâtiment, mais tout le monde y travaille. Demain, et là, le champ, il est totalement vierge sur la question de la mobilité. Alors justement, à l'échelle de la métropole Rouen-Normandie, 2050 et la mobilité, à quoi ça pourrait ressembler? Est-ce que déjà, je pense à la Seine, est-ce que les personnes lambda, comme toi et moi, on pourra à des moments, certains moments, pas se balader, pourquoi pas, mais avoir une mobilité fonctionnelle sur la Seine, où ça restera des croisiéristes, oui. Après, tout en sachant que pour la métropole, elle n'est pas orientée est-ouest, elle est orientée nord-sud. Après, il y a un problème de méandre qui augmente la distance. Donc oui, peut-être en hypercentre, non pour aller jusqu'à Jumièges. Je comprends. À moins de se dire, tiens, je décide de descendre en bateau. Mais elle a déjà aujourd'hui une fonction logistique, la Seine, forte. Donc c'est comment la batellerie qui utilise la Seine comme axe de mobilité vont avoir une énergie alternative. Je pense que pour le particulier, se déplacer sur la Seine, oui. En fait, ça c'est peut-être plus juste une image comme ça, qui est moins utile. En plus, notre ville est orientée nord-sud. C'est vrai, c'est vrai. Faut bien. À la rigueur, si on a une ville qui est orientée le long de l'axe, pourquoi pas. Mais là, pour la métropole Rouen-Normandie, je vois pas encore l'intérêt, mais je me trompe certainement. Après, il faut qu'en 2050, je crois qu'on aura de la mobilité autonome. Ce qui libérera beaucoup d'espace aussi, cette mobilité autonome dont on n'est pas propriétaire du véhicule et en plus partager. Donc les places de parking, les parkings en sous-sol, qu'est-ce qu'on va faire de tous ces espaces? On va les partager. Demain, il faut aussi que les parkings ne soient plus propriétés individuelles. Oui, mais même les parkings publics, qui sont immenses, qui correspondent à une demande du particulier qui vient... Et ça veut dire qu'on libérera de la place en surface. Et qu'on aura peut-être de la place pour les vélos. Ou
parce que la question derrière, elle est sur le partage de l'emprise publique. Aujourd'hui, il y a un vaste débat autour des gyropodes, les trottinettes, les vélos, les scooters, les voitures, les camions, les bus, tout ça dans une même emprise. Comment on la partage? Et j'oublie le piéton. Oui, quand même, c'est vrai. Qui lui est le plus vulnérable. Et on se dit, finalement, il fera attention. Non. Alors que les vélos passent sur les passages piétons, le piéton, il ne sait plus où se mettre, un gyropode, c'est sur la route ou sur le trottoir. Les planches à roulettes électriques, c'est pareil. Donc là encore, il y a comment on partage l'emprise publique pour avoir cette mobilité. Donc je pense qu'il faut mieux organiser et surtout expliquer aux gens. Parce que l'utilisateur, en France, il est peu discipliné. Et en même temps, c'est vrai que les enfants qui sont aujourd'hui en école primaire, ce seront les gens qui auront la trentaine, la quarantaine, et ce seront eux qui se déplaceront sans doute le plus. D'accord, donc on leur apprend que on traverse une rue, une route ou une rue sur un passage piéton, et qu'on ne traverse pas quand le petit bonhomme est rouge. Sinon, il va y avoir un carnage. Et aujourd'hui, les gens traversent quand ils veulent. Ah oui, ça c'est sûr. Donc, c'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille. La technologie, elle va évoluer. On va s'y adapter. Elle respectera les contraintes que nous-mêmes, on va lui donner. Sauf qu'il faut que nous, on accepte de faire évoluer nos comportements. Mais moi, je le vois au quotidien. Récemment, je me suis arrêté à un passage piéton. J'ai dit à la petite dame qui voulait passer dans le rouge, j'ai dit, désolé madame, le petit bonhomme est rouge. Elle dit, je suis désolé, j'avais pas vu. Moi, on appelle ça de la mauvaise foi. Non, mais il y a un moment, faut qu'on arrive à se discipliner si on veut que tout le système fonctionne et soit efficace, pertinent, techniquement, économiquement et écologiquement. Pardon. Alors tout à l'heure, tu parlais de ton souci des questions de santé. Donc en 2050, fini les pics de pollution, parce qu'on sait qu'en plus les épisodes de sécheresse, donc voilà, où il n'y a pas d'air, seront sans doute plus fréquents. Donc fini les pics de pollution à Rouen. Alors ça, j'aimerais bien, mais à Rouen et partout en France. Oui, on a des zones en France qui sont beaucoup plus... que ce soit, Paris, Lyon, Paris, Grenoble la vallée de l'Arve, Grenoble. Mais la vallée de l'Arve, aujourd'hui, où passent tous les camions pour le tunnel du Mont Blanc, c'est irrespirable. Les enfants sortent plus dans les cours de récréation. On en avait parlé l'été dernier. Donc là, oui, on améliore la qualité de l'air, mais surtout, on a une deuxième amélioration. Le bruit. Ouais, c'est vrai qu'on parle pas assez du bruit. Alors, l'air, on le mesure mal, parce qu'on ne sait pas le mesurer en temps réel. Le bruit. On est parti tout à l'heure, ta première réflexion, c'est le silence. Le silence. Ouais. Moi, je rêve que les motos soient électriques. Alors, ça plaira peut-être moins aux motards. Mais là, ce sera aussi culturel. Mais voilà. Alors après, évidemment, une vieille moto anglaise, une vieille moto italienne. Oui, c'est beau. Vroom, vroom, oui. Mais est-ce qu'on est encore en phase avec notre société où on va densifier la population? Comment on va accepter? Et la question de l'acceptabilité, quelle qu'elle soit, à la fois sur l'usage et à la fois sur les énergies renouvelables, elle va devenir prédominante. Et importante et incontournable. C'est comment on explique aux gens qu'il faut faire évoluer nos propres comportements. Et déjà, là, aujourd'hui, on est dans un véhicule avec une énergie alternative et on est deux. On a fait un grand pas. C'est ça. Un grand pas. Et alors, il n'y a pas de place derrière, mais potentiellement, on pourrait peut-être emmener des gens qui se disent, tiens, j'ai 3 km à faire et je vous emmène. Ce sera de l'autostop moderne. C'est l'autostop moderne en zone urbaine, périurbaine, et puis par contre, il faut que les gens se parlent. Il faut arrêter aussi nos outils digitaux et nos smartphones pour qu'on arrive à se dire bonjour, je suis heureux, montez, allez-y. Les retours qu'on a sur le covoiturage, c'est que justement, les gens, ça recrée des espaces, de véritables espaces d'échange. Mais la première règle, c'est de dire je vais le faire. Je vais perdre en souplesse. Je vais pas pouvoir chanter toute seule comme à tue-tête et faux dans ma voiture. Ça, c'est pour moi, ça. C'est Céline Dion sort de ce corps. Ah non, alors par contre, ça sera pas du Céline Dion. Mais c'est mon petit plaisir. Non, parce que la bagnole, aujourd'hui, c'est une pièce supplémentaire de la maison. C'est ça. Ou de l'appartement. Demain, c'est comment finalement, ça devient un salon. Et on invite les gens dans son salon. Un espace public, finalement. Il faut l'accepter. Et je pense que ça se fera. Nos enfants le feront, je l'espère, naturellement. Et c'est parce que les véhicules aussi seront appropriés et que les aménagements nous permettront de s'arrêter
à des endroits très particuliers, en ville, et pas se dire, mais finalement, il faut que j'attende 3 km pour avoir un endroit pour me stationner. Ouais. Alors, le temps passe très vite, une question me vient, parce que quand on aménage un territoire, une ville, les aménagements coûtent extrêmement cher, et donc il faut les penser sur le long terme. C'est-à-dire que les aménagements nouveaux qu'on fait ici sur la métropole, mais partout ailleurs, faut les penser à l'aune de ces changements. Oui. 2050, les collectivités, je pense pas que d'un coup elles auront plein d'argent pour tout refaire. Est-ce qu'on y pense suffisamment? Tu crois que je sais que tu suis les questions de ces politiques publiques sont aussi... C'est dur pour les collectivités, ouais. parce que elles ont une multitude de contraintes. Après, l'habitant, il n'est jamais satisfait. C'est un vrai problème. Et je compatis. Mais effectivement, il faut l'intégrer. Mais sauf que, comment on peut intégrer la vision, la projection est très, très compliquée. C'est comment on peut intégrer aujourd'hui les solutions qu'on n'a toujours pas inventées demain. Ouais. Alors, ou penser la transformabilité, voilà, la modularité, l'adaptabilité. Oui, ouais. Mais les parkings de covoiturage, déjà, c'est une grande avancée. Et d'aucuns le disent, dès qu'il y en a un qui est construit, il est immédiatement plein. Donc à la rigueur, il n'est peut-être pas assez grand. Mais demain, moi je les vois même, sur ces aires de covoiturage, producteurs d'énergie. Il n'y a pas de borne de recharge électrique sur les zones de covoiturage. Faut qu'on travaille aussi là-dessus. Mais effectivement, l'aménagement urbain, d'abord, il faudra peut-être donner ses propres priorités, le piéton, les modes doux, le transport en commun. Est-ce qu'il restera une place pour la voiture, même si elle est autonome? C'est une question. Mais déjà, en tout cas, rien que le fait qu'il y ait une bascule comme ça, qui serait de dire la priorité aux piétons, au mode doux, ça changerait tout. Oui, mais ça veut dire que derrière, on a fait complètement évoluer la question de la consommation. On consomme en proximité. Et on revient à la question de la pomme et de la poire argentine de tout à l'heure. C'est comment... Derrière, on fait du circuit court et on a des commerces de proximité. Mais ça veut dire qu'on a un modèle qui aujourd'hui n'est pas celui-là, qui doit évoluer, et donc des lieux de périurbains qui vont peut-être disparaître. Regardons ce que fait Carrefour. Il a réinvesti complètement les centres-villes. Ouais, c'est vrai. Les autres, pas encore. Est-ce que ce mouvement sera en continu? Je ne le sais pas. Mais... il n'y a rien de plus agréable que d'aller acheter son pain à pied. Ah oui, c'est sûr. Et de faire ses courses et de revenir. Parce que c'est aussi un moment d'échange avec ses voisins, de développer un espace social et sociétal et une proximité. Mais c'est très compliqué parce qu'on revient toujours au même problème. Il faut qu'on en ait envie. Et donne-moi envie de t'emmener très longtemps dans un véhicule et de partager le véhicule avec moi. Voilà, c'est ça, exactement. Et ben, pour finir avec l'envie et le désir, j'ai envie de connaître ton vœu pour 2050, pour conclure cette conversation. Moi, mon vœu à 2050, c'est clairement qu'on soit capable, nous, habitants d'un territoire, d'accepter, d'évoluer, d'accepter, et pas de se dire... Finalement, l'individualisme, le voir disparaître et de partager. Parce que si on ne partage pas, de toute façon, on ira dans le mur. C'est mon vœu le plus cher. Et puis après, avoir un autre vœu, et parce que je suis toujours gourmand et j'aime bien avoir plusieurs choses, un second vœu, c'est de se dire qu'on aura des technologies appropriées avec du véhicule partagé autonome, mais surtout des énergies renouvelables. Et donc on aura une moindre dépendance, moins de production de carbone, moins de production de particules, et donc une amélioration de notre santé et de notre bien-vivre, avec moins de bruit. Et donc ce que je te propose, c'est qu'on se remette en route, dans le silence de la voiture hydrogène. Allez, c'est parti. Et si le vœu d'Emmanuel se réalisait plus vite que cette fameuse échéance de 2050? Ce serait pas mal, non? En attendant notre prochaine conversation, abonnez-vous au podcast et à sa newsletter. Déposez-moi des étoiles partout, et en particulier sur iTunes. Oui, vraiment ça compte pour sortir #2050 de l'anonymat. Partagez autour de vous ce voyage vers le futur et n'hésitez pas à me faire signe. Racontez-moi votre 2050. Mais je n'en dis pas plus parce que figurez-vous que j'ai envie de remonter avec vous quelques instants encore et avec Emmanuel pour un rab de retour vers le futur.
Et une chose que ça va changer aussi, ces voitures, le déploiement des véhicules électriques et puis aussi hydrogène, c'est que les gens qui... Et gaz naturel. Et gaz naturel, qui sont dans les villes, le nez collé sur leur smartphone et qui réagissent à ce qui se passe par le bruit, il va falloir vite changer parce que sinon ça va être accidentogène. Oui, mais je crois qu'il faut prendre le temps. Prendre le temps de se dire, tiens, je traverse. Et s'arrêter pour... Mais il n'y a rien de plus simple que de s'arrêter pour appeler, faire un Puis s'il n'y a plus des congestions de voitures dans tous les sens, on reprendra du plaisir à lever les yeux. Et on va regagner du temps. Ouais. Parce que un des enjeux du moment, c'est aussi la question du temps. Ouais. Oui, c'est ça que je sentais aussi en filigrane dans tes propos, c'est que tu disais que 2050, ce sera un monde où on anticipera plus et peut-être où on va avoir fait évoluer notre rapport au temps. Ouais. L'espace, le temps. Ouais. Qui sont les mamelles de la géographie. Ouais. Et ça, c'est la formation universitaire de base qui ressort. Mais c'est le temps, c'est la richesse. Bon, bah ça va, c'était pas si loin que ça. On est vite revenu, 2050. Le voyage est vite fait. On est monté en haut de la côte et on est redescendu, tout va bien.